Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes sur RAL 24 News, bienvenue pour ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre émission dédiée aux questions africaines. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour essayer d'apporter des éléments de réponse sur une des questions qui s'est imposée aux jeunes nations africaines dès le lendemain de leur indépendance. Le duel entre les langues, le duel plus précisément entre les langues des anciennes puissances colonisatrices et les langues mères africaines. Si, pour certains, ce débat est en réalité un faux débat prétextant la priorité des questions économiques, ou encore des questions de la démocratie et de la croissance, bien évidemment des questions légitimes. Mais si derrière ce duel se cachaient bien d'autres enjeux, des enjeux géopolitiques ou encore des enjeux d'hégémonie internationale. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné ce soir par Benahouda Lebdaye, qu'on ne présente plus, spécialiste spécialiste des littératures africaines. Bonsoir, monsieur Lebdaye. Bonsoir Tinhinan Makassi. Merci de nous rejoindre pour ces 26 minutes consacrées à cette question. Et aux côtés de Benahouda Lebdaye, j'ai aussi le plaisir d'être accompagné par Diadier Dembélé, un jeune auteur malien qui s'est fait connaître par son premier roman, Le duel des grands-mères. Bonsoir Diadier. Bonsoir Tinhinan Makassi. Merci de nous rejoindre. Alors, sans plus attendre, on va entamer cette première partie de notre émission Cap sur l'Afrique. Et je me permets de paraphraser ou de reprendre les propos de l'historien Cheikh Anta Diop. Dans Civilisation ou barbarie, il écrira « Ainsi, l'impérialisme tue d'abord spirituellement et culturellement l'être avant de l'éliminer physiquement ». Ces propos sont très indicatifs de ce que représente la colonisation des langues en quelque sorte. N'est-ce pas, monsieur Benahouda Lebdaye? Je commence avec vous, non pas parce que vous êtes le plus âgé, mais en respect aux valeurs africaines, on va dire vous êtes l'aîné de Diadier. Absolument. Diadier, à qui je dis bonjour et que j'ai eu le plaisir de recevoir au salon du livre d'Alger, le SILA, cette année au mois de mars, si j'ai bonne mémoire. Oui, alors votre question, Tinhinan? Oui, je vous disais, quand Anta Diop dit « Ainsi l'impérialisme tue d'abord spirituellement, culturellement l'être, avant de chercher à l'éliminer physiquement » par la négation de l'histoire et des réalisations intellectuelles des peuples africains noirs. Est-ce que là est justement une des caractéristiques de ce duel qui se pose aujourd'hui dans la scène littéraire africaine? Absolument. Le colonialisme, il faut bien le dire, a été un élément déstabilisant et destructeur pour l'Afrique, dont l'histoire naturelle a été arrêtée, perturbée, et donc les philosophes du XIXe siècle, les intellectuels du XIXe siècle, au-delà des armées, des conquérants, etc., ces philosophes ont décidé que l'Afrique était ce que Chinua Achebe appelle une tabula rasa, c'est-à-dire table rase, qu'il n'y a pas de culture, qu'il n'y a pas d'éléments qui font que ces peuples soient respectés dans le sens culturel. Et donc nous allons apporter, c'est ce que disent les Français, les Anglais, les Danois, etc., les Hollandais en particulier. Donc, il faut qu'on leur amène la civilisation. Et effectivement, Cheikh Anta Diop est tout à fait dans ce registre-là, en dénonçant ce qui a déstructuré la culture et les langues africaines, absolument. Pourquoi est-ce que le colonialisme, c'est tous les colonialismes qui sont passés en Afrique, que ce soit les Anglais ou encore les Portugais, et pour l'Afrique francophone, la France, pourquoi est-ce que ces colonisateurs avaient pour objectif d'éliminer en premier la langue des peuples?
Alors, justement, c'est pour imposer la supériorité de la langue française, de la langue anglaise, comme étant des langues de culture, des langues de philosophie et surtout des langues de science. Et même si cette imposition s'est faite au Kenya, par exemple, en Algérie, au Sénégal, en Afrique du Sud, force est de constater que les dialectes, si j'ose dire, j'aime pas trop ce terme, mais les langues africaines se sont maintenues dans les villages, dans les villes, dans les tribus, et donc il y a eu effectivement une sorte de résistance de la part des peuples africains par rapport à l'imposition de la langue française. Et la langue française, par exemple, ou l'anglais, ont été imposés pour justement dominer. Et la manière dont ils l'ont fait, c'est de mettre à l'école, disons au moins l'alphabétisation, l'enseignement donc des langues européennes au détriment des langues africaines. Par exemple, en Algérie, la langue française a été imposée, mais il y a eu une résistance pour parler arabe ou amazigh, et les gens des villages, des campagnes ont continué à le faire, et dans les villes, les enfants algériens ont été mis dans ce qu'on appelle l'école arabe, l'école coranique, justement pour essayer de résister à cela. Mais c'est exactement ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où l'afrikaner et l'anglais ont été imposés au détriment du Xhosa, la langue et la tribu de Nelson Mandela, ou au détriment de la langue zoulou. Je rebondis avec vous, Diadier Dembélé, sur ce que vient de dire M. Benahouda Lebdaï. Dans votre roman, Le duel des grands-mères, vous parlez précisément de cette résistance anticoloniale et cette résistance qui se poursuit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire plus, Diadier ? Alors, bonjour, je vous remercie surtout pour l'invitation. C'est déjà un plaisir de vous retrouver après le salon du livre à Alger. Le plaisir est aussi partagé de te retrouver ce soir. Voilà. Et pour répondre à la question, oui, cette résistance existe. Par exemple, le Mali d'où je viens, même si la langue française reste la langue officielle, donc la langue de l'élite bourgeoise, ou en tout cas des gouvernants, à côté de cette langue française, existent 13 langues nationales qui sont reconnues par la Constitution. Et dans la vie de tous les jours, par exemple, lorsqu'on est dans les rues de Bamako ou de Ségou, on entend plus la langue bambara que la langue française. Et cela se traduit peut-être, c'est de moins en moins le cas, mais cela se traduisait par une sorte de géographie des langues où finalement, à l'école, on imposait la langue française aux élèves qui étaient obligés de l'apprendre. À la maison, ils devaient parler notre langue. Dans la rue, ils devaient parler notre langue. Donc, la résistance s'organise comme ça. Il y a aussi la notion du faux français qui fait son entrée. En Côte d'Ivoire, par exemple, on parle plutôt de français populaire. Donc, il y a aussi cette appropriation de la langue française par les citadins, par les jeunes, pour en faire finalement une langue africanisée. Enfin, j'aime pas aussi la notion de créolisation, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui se passe autour de la langue française aujourd'hui au Mali, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays d'Afrique francophone. Vous avez parlé du Mali, justement. Le Mali récemment a décidé d'adopter une réforme, si je peux appeler ça comme ça, pour que le français ne soit pas la seule langue officielle. Sur le terrain, qu'est-ce que cela signifie pour les autres langues maliennes dont vous venez de parler? Alors, cela signifie déjà, dans un premier temps, cela donne l'espoir, par exemple, sur tout ce qui concerne la communication. Pendant très longtemps, le journal télévisé du pays s'est fait en langue française, donc la plupart des gens qui vivaient dans les communautés rurales qui ne comprenaient pas cette langue étaient en quelque sorte exclus de la communication nationale. Et également, cela donne l'espoir peut-être une personne
qui est né au Mali, qui a grandi au Mali, qui ne comprend pas le français, s'il doit passer dans l'administration, s'exprimer, il n'aura pas besoin de parler le français ou qu'on va lui dire énoncer les droits dans une langue qu'il ne comprend pas. Et de manière très concrète aussi, je pense, au niveau de la jeunesse, ça crée une sorte de fierté de se dire que cette langue qu'on nous a appris pendant longtemps à mépriser comme étant les simples dialectes non écrits, sans littérature, sans science, sans rien du tout, peuvent également bénéficier du même statut officiel qu'est la langue française. Je reviens vers vous, Monsieur Benaouda Lebdaï. Est-ce qu'à la lumière de ce que vient de nous dire Diadier, justement sur le fait qu'une partie de la population se sentait marginalisée par la présence d'une langue étrangère en tant que langue officielle, ils ne parlent pas cette langue. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'aliénation linguistique en Afrique? Je ne pense pas. La raison pour laquelle la langue française ou la langue anglaise ont été choisis dans les années 60, juste au moment de l'indépendance, c'est justement pour ne pas favoriser une langue africaine par rapport à une autre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il y a plus de 2000 langues qui sont parlées. C'est énorme. Pour 1 milliard d'habitants, 2000 langues, c'est bien ça. Absolument. Et l'unité africaine a décidé de 4 langues officielles qui sont utilisées justement au sein des assemblées de l'unité africaine, l'ex-OUA. C'est le swahili, l'arabe, le français et le peul. Et donc le choix du français au moment des indépendances, ça a été un choix politique pour ne pas, comme je l'ai dit, heurter les uns par rapport aux autres. Pourquoi allons-nous favoriser le Yoruba par rapport au Hausa? Pourquoi le Peul par rapport au Bambara, etc. Donc c'était cette idée d'unification et de ne pas heurter les sensibilités des uns et des autres que le français a été choisi, par exemple. Ce n'est pas le cas en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, dans la mesure où l'arabe, au moment des indépendances, a été officiellement la langue nationale dans ces pays, et en Algérie, l'amazigh est également langue nationale. Donc, mais j'aimerais juste rappeler qu'en Afrique du Sud, Nelson Mandela, en 1994, s'est heurté et a beaucoup réfléchi à cette question sur quelle langue va être parlée. Est-ce qu'on va décider que l'anglais allait être la langue nationale? Est-ce que ça va être l'afrikaner? Est-ce que ça va être le zoulou? Est-ce que ça va être le xhosa? Etc. Et donc, en Afrique du Sud, dans la Constitution, les 11 langues parlées en Afrique du Sud sont devenues langues nationales. Et donc, le problème a été résolu de cette manière-là. Et dans ces 11 langues, y compris l'afrikaner, qui était quand même la langue des afrikaners qui ont créé et instauré l'apartheid, et l'anglais. Alors bien entendu, l'anglais c'est la langue qui unifie tous les étages en termes de communication à la télévision, etc., etc. Mais les autres langues, chaque langue a sa radio, chaque langue a son système et son circuit de communication, et Nelson Mandela, dans son idée de nation arc-en-ciel, a réglé le problème pour qu'il n'y ait pas de susceptibilité, de décider que les 11 langues africaines, y compris l'afrikaner et l'anglais, deviennent langues nationales. Voilà. On peut dire que c'est une question d'équilibre alors. Absolument, c'est une question d'équilibre. Et j'étais dernièrement à Dakar en novembre pour un congrès sur la question de l'esclavage et
la recherche sur l'esclavage, nous avons fait un état des lieux. Et effectivement, comme a dit Dadier, à Dakar, dans la rue, on entend certes le français, mais on entend beaucoup le peul et les autres langues africaines. Et le français sert de lien. Alors, beaucoup d'écrivains africains, y compris Dadier qui écrit d'ailleurs en français. Justement, ça c'est une question qu'on va aborder dans un moment, mais j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Kate Biessine a qualifié le fait d'écrire en langue française comme étant un butin de guerre. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous apporter un éclairage sur ce que signifie une langue butin de guerre? Alors la langue butin de guerre, c'est une langue que l'on a maîtrisée pour combattre le colonialisme. Donc les intellectuels dans les années 50, Mouloud Feraoun, Mouloud Mamri, Kateb Yassine, Assia Djebar, etc., ont écrit en français et ils se sont appropriés la langue pour démontrer que le colonialisme, justement, était en défaveur des populations autochtones. Et donc un butin de guerre, c'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui dans un monde, dans un village global village, comme on dit en anglais, un village global, et donc la communication doit être rapide. Et force est de constater, de toute façon, que l'anglais est une langue internationale. Beaucoup la parlent comme langue des aéroports, comme on dit, hein. Le français aussi. Et donc, en termes de sciences, le français, l'anglais sont à la pointe des recherches scientifiques. Et dans ce sens-là, oui, c'est un butin de guerre. Et il est absolument nécessaire de constater qu'en 2022, le nombre d'Algériens et d'Algériennes, de romanciers et de romancières est de plus en plus important et qui s'exprime toujours en français. C'est ça le butin de guerre, c'est de prendre la langue du colonisateur et voilà, comme a dit Dadier, il n'aime pas trop ce terme africanisé. Alors moi je dirais algérianisé, sénégalisé, voilà, maliénisé. Donc dans ce sens-là, effectivement, c'est important. Je reviens vers vous, Diadier. Je reviens surtout à votre roman dans lequel vous introduisez énormément d'éléments de langage des langues maternelles maliennes ou ouest-africaines, plus précisément. Comment se présente aujourd'hui ce duel entre la langue française avec laquelle vous vous exprimez et cette présence de la langue maternelle dans vos écrits, vous et plusieurs autres auteurs de cette génération, de cette jeune scène littéraire africaine? Alors, je pense qu'il y a plusieurs façons, en tout cas, d'appréhender cette question. Il y a encore des jeunes écrivains qui écrivent sans vraiment avoir recours à leur langue maternelle, même si l'imaginaire reste, en tout cas, ancré quelque part en Afrique, mais c'est dans un français plutôt, disons, académicien, senghorien. Il y a aussi ceux dont je pense faire partie, des gens qui essayent de concilier toutes les langues qu'ils parlent, ou en tout cas, par exemple, comme l'a fait Kourouma dans le temps de transposer une langue. Par exemple, pour lui, c'était le malinké, pour moi, c'est le soninké, le bambara, dans la langue française. Donc, ça donne... On a perdu Diadier, mais c'est pas grave, je reviens vers Benaouda en attendant de reprendre la connexion avec Diadier. Dans Afrotopia, Féline Sarr met en avant l'idée d'une nouvelle manière de regarder l'Afrique, une Afrique en mouvement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de construire cette identité plurielle en partant des langues africaines que vous venez de rappeler? Il existe plus de 2000 langues en Afrique pour 1 milliard d'habitants. Oui, absolument. Felwine Sarr est dans ce sens-là tout à fait dans la vérité et dans l'espoir justement d'une Afrique qui se renouvelle. Dans Afrotopia, il y a l'utopie, donc on rêve d'une Afrique meilleure, d'une Afrique qui maîtrise les langues.
Ce qu'il ne faut pas faire surtout, c'est de faire une guerre aux langues européennes. Et là, moi, je pense que ce serait une erreur. Plus on parle de langue et plus on maîtrise justement son destin. Et on connaît les dessous de cartes, disons les intentions, les sous-entendus, par exemple de la France ou de l'Angleterre. Justement, quand le président français s'est rendu en Tunisie pour le sommet de la francophonie, il déclare que le français est la langue du panafricanisme. Est-ce que là n'est pas une volonté d'hégémonie des langues européennes sur l'Afrique, plus précisément du français? Absolument, mais dans ce sens-là, oui, il est un peu peut-être, mais il s'en défend donc ce qu'on appelle la France-Afrique. Mais le français, c'est-à-dire on ne peut pas effacer l'histoire, il ne faut pas oublier. Et donc, moi, je vois les choses de la manière suivante. Au-delà de la manipulation politique, chaque pays défend sa langue et veut peut-être la voir s'épanouir, parler dans d'autres pays. Et la littérature, justement, est là pour faire honneur. Oui, pour faire honneur à cette culture et la faire connaître à travers le monde. Bien sûr qu'il y a la traduction, mais quand on est dans la capacité de lire l'arabe, l'amazigh, le bambara, le peul, le swahili, c'est aussi bien. Et donc il faut développer ces langues-là, mais que cela ne soit pas au détriment des langues, disons, aujourd'hui internationales. Donc il y a cette idée. Monsieur Lebdaï, brièvement, parce que le temps est en train de nous presser malheureusement. Oui, absolument. Oui, voilà, donc c'est cette idée-là. Donc il faut absolument veiller à ce que les langues africaines soient enseignées. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème de pédagogie, un problème de mise en place dans les villages, dans les écoles, etc. C'est les langues africaines. Ça commence à se faire et ça se fait. Et les peuples, à travers les contes, les proverbes, etc., font en sorte que ces langues-là ne disparaissent pas et n'ont pas disparu surtout. Parce que c'est l'âme d'un peuple. Si le peul s'exprime en peul, le peuple, c'est parce qu'il y a des choses qui sont profondes en lui et qu'il ne peut exprimer que dans cette langue-là. Alors, pour en revenir rapidement, et j'en finis avec cette idée, aux écrivains qui écrivent en anglais au Nigeria, par exemple au Kenya, en Afrique du Sud, ou en français en Algérie, au Sénégal, au Bénin et d'autres pays francophones, ce n'est plus le français de l'Hexagone, ce n'est plus l'anglais de la Grande-Bretagne. C'est un anglais qui est, pour revenir à Kadeb Yassine, un anglais ou un français butin de guerre. Et donc, c'est important de le maintenir aussi, mais pas au détriment de ces langues-là. Et tout en encourageant l'enseignement des langues africaines, des langues locales. Je rebondis sur ce qu'a dit Benaouda Lebdaï. Je reviens vers vous, Diadier Damballé. Partagez-vous cet avis de la nécessité d'équilibrer entre les langues maternelles africaines et les langues butin de guerre au final? Juste avant, j'aimerais revenir sur cette affirmation de Macron concernant le français comme langue du panafricanisme, qui, moi, me fait rire dans le sens où j'estime qu'on ne peut pas faire le ciment du panafricanisme avec une langue européenne, même si cette langue est devenue en quelque sorte une langue africaine. Et je pense qu'on gagnerait plus à faire de l'arabe ou des langues berbères ou des langues mandinka, du swahili, les langues du panafricanisme, que la langue française qui, bien sûr, peut rester la langue de notre diplomatie, la langue de l'enseignement supérieur, pourquoi pas, mais la langue du panafricanisme, je ne pense pas. Peut-être aussi, pour répondre à la question
d'une certaine égalité entre les langues. Je pense que de toute manière, que cela soit accompagné par des politiques gouvernementales ou en tout cas par des orientations politiques, il y aura toujours dans chaque pays des gens qui vont essayer de faire vivre ces langues, et c'est déjà le cas par la musique, par surtout le théâtre. Au Mali, il y a de plus en plus de comédiens, d'humoristes, des troupes de théâtre qui se produisent dans les villages, dans les villes, donc qui essaient de véhiculer des idéaux en lien avec la culture dans les langues locales. Cela se fait également par le biais de la musique et du cinéma. Donc d'une manière ou d'une autre, que ça soit fait par les États ou non, les peuples, je pense, feront tout ce qui est possible pour maintenir ces langues vivantes et aller vers une sorte d'égalité avec la langue française ou anglaise. Merci Diadier. Malheureusement, c'est la fin de notre émission. Merci Benahouda Lebdaï de nous avoir accompagnés ce soir. Merci beaucoup. Et j'allais juste dire quelque chose rapidement, si vous le permettez. Très rapidement, très brièvement. Très brièvement, l'écrivain romancier Aïké Arma du Ghana a proposé à ce que le swahili soit une langue enseignée dans tous les pays d'Afrique, du nord au sud, justement, pour que ça soit une langue africaine et que les Africains se communiquent entre eux à travers cette langue. Évidemment, ça n'a pas été adopté, mais le swahili, comme l'arabe et le peul, sont les langues officielles de l'unité africaine. De l'unité africaine. Diadier, un dernier mot avant de nous quitter. Évidemment, merci de nous avoir accompagnés. Et je rappelle que vous êtes l'auteur du roman Le duel des grands-mères qui justement met en avant la cohabitation entre les langues maternelles et les langues butin de guerre, si je peux me permettre cette expression. Merci à vous pour l'invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce cap sur l'Afrique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.